J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leurs masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Covid, lockdown, angoisse et incertitude, et si nous étions à l'arrêt, repliés sur nous-mêmes? Mon invité nous rappelle au mouvement et au déploiement, à être debout et trouver la force de s'incarner, titre de son nouveau livre. Et elle nous rappelle à nos responsabilités de vivre pleinement, de se relever, de s'aligner jusqu'à la posture juste, fertile. Grande experte en énergétique chinoise et de nombreuses voies et techniques au service de l'individuation, elle agit comme une acupunctrice au chevet de notre pouls et distille réflexions, outils concrets, exercices pratiques pour stimuler notre énergie et dénicher les aspérités entre l'âme et le corps. Je suis absolument ravie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose Marie-Pierre Dillenseger. Bonjour. Bonjour. Alors ma chère, je suis ravie parce qu'on a toujours cette joie de se retrouver et nos auditrices et nos auditeurs aiment beaucoup t'entendre aussi, évidemment. On est ravis que ce troisième livre finalement soit né, même s'il n'était pas prévu, je crois. C'est ça, Marie-Pierre? Non, pas du tout, ou en tout cas pas encore. Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il s'est invité, ce livre? Il s'est invité au fin fond d'une fièvre, à un moment donné où je me voyais, je vais le dire, partir, quitter ce monde, avant que la Covid soit identifiée comme une vraie chose, une réalité. Et sans ce moment de perdition, je n'aurais pas écouté une parole, une voix, je ne sais toujours pas d'où c'est venu, qui m'a parlé de recommencer à écrire. Ça n'avait aucun sens. J'étais absolument pas dans un état où je pouvais négocier quoi que ce soit, surtout pas avec l'invisible. Et j'ai accepté. C'est tout. Au service. Au service, oui. Alors, sur la couverture de ce nouveau livre, chez Mama Édition, qui s'appelle Debout, la force de s'incarner, je le disais en introduction, il y a cet idéogramme chinois en rouge, tout en bonne énergie. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi et que signifie-t-il, Marie-Pierre? Alors, cette image est inspirée de 2 idéogrammes, mais il signifie à la fois, il a à voir avec celui qui représente l'individu, qui est un trait vertical, on voit d'une personne de côté qui avance, sans tête, sans épaules, et d'un autre idéogramme qui signifie grand, là où on ajoute la barre horizontale. Cette image me hante et m'inspire depuis très longtemps, parce qu'elle symbolise pour moi le mouvement. La vie est du côté du mouvement, et elle m'a permis de sortir d'une lecture plus statique des choses,
qui est la lecture occidentale avec notre pictogramme bien statique que l'on connaît. Hein. Donc pour moi, j'ai cherché à parler par l'image, pas simplement par les mots. Alors oui, justement, c'est ce que dit aussi ton préfacier, le philosophe Fabrice Midal. Il explique que les discours orientaux peuvent parfois apparaître un peu comme des généralités qui ne sont pas toujours bien digérées, dit-il, mais que ton livre, lui, nous invite à partir à l'aventure. Alors de quelle aventure s'agit-il, ce livre ? Je crois que simplement, c'est l'aventure de nos vies. Le fait de réaliser que chaque vie est unique, que chaque individu, chacun d'entre nous est unique, et que si la vie a un intérêt pour chacun et pour le plus grand nombre, c'est simplement, avant toute chose, de déplier les forces, les talents, les atouts, les envies que nous portons en nous. Donc pour moi, la vie passe par le mouvement, l'acceptation de notre corps et une curiosité répétée tous les jours de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour occuper ma place. Est-ce que le fait d'avoir comme ça eu le sentiment de frôler la mort, en tout cas en 2020, tu dis que tu es quand même passé pas loin, et puis tu dis qu'il y a 25 ans, tu avais eu déjà une sentence d'un médecin à ce sujet. Est-ce que tu as le sentiment que d'avoir vécu ces deux expériences très très puissantes, initiatiques, t'ont donné une espèce de sursaut de vie supplémentaire dans ton cas ? Je dirais en fait que cela m'a... Non, la vie, elle est là. La vie, je la voyais partir. Il me semblait que je n'avais plus assez de force en moi pour continuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu où la situation a permis de me recentrer, encore une fois, alors que c'est quelque chose que je pratique tous les jours, sur l'essentiel. La différence, cette fois-ci, c'est que l'essentiel m'était presque imposé. Cette idée d'écriture. Il y a 25 ans, cet épisode difficile de santé, où on me donnait plus que 3 mois à vivre, m'a permis de changer de carrière, de cap, de m'aligner avec moi-même. Là, j'étais plus dans une situation où j'acceptais de me mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. C'est ça. C'est fort quand on t'entend. Et tu fais du coup des rapprochements avec les défis que nous impose la pandémie, la Covid. En quoi ces épreuves liées à ce que nous vivons en ce moment peuvent-elles participer aussi à nous remettre en chemin ? C'est vrai que tout le monde en a marre, on réclame, finalement les gens râlaient sur le monde d'avant, mais maintenant on réclame le monde, on réclame le monde d'avant. Donc il y a un peu ce paradoxe, on est pris par nos propres soucis, dis-tu dans ton livre, nos activités, nos responsabilités. Nous nous épargnons de réfléchir sur ce qui nous attend au bout du chemin, dis-tu. Oui, alors déjà, ce qui nous attend au bout du chemin, je ne crois pas du tout que ce soit écrit d'avance. Je pense que c'est en marchant, un pas après l'autre, un acte après l'autre, un sourire donné ou reçu après l'autre, que nous écrivons nos vies. Et là, pourquoi les épreuves ? Pourquoi parler d'un certain nombre d'épreuves et d'essayer de prendre du recul par rapport à elles ? C'est que je considère aussi que l'épreuve, aussi difficile soit-elle, est incontournable. Je ne connais personne en 25 ans de travail d'accompagnement qui n'ait pas été confronté à des moments de douleur, de tristesse, de questionnement, de désespoir. Donc il y a deux approches. Il y a une approche qui convient à continuer d'espérer ou de nous illusionner à l'idée que la vie est facile, que on nous doit de la facilité, on nous doit de la protection, on nous doit ceci et cela, qui inévitablement conduit à des obstacles. Parce que la vie est faite de hauts et de bas. Et donc il y a une autre lecture des choses qui est de se dire, ok, je suis sur un chemin, comme en randonnée, dans lequel je vais rencontrer un certain nombre de cailloux ou d'arbres, où le temps peut changer. Comment puis-je absorber ou contourner ou envisager ou
me repositionner face à ces obstacles de manière à ne pas être surpris par eux ou de ne pas tomber dans un espèce de trou où je passerai ensuite du temps précieux, du temps de vie, à me demander pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est encore à moi, pourquoi je... Bon, donc j'ai une approche plus, je dirais, pragmatique, donc très inspirée aussi des arts martiaux ou de pratiques plus chinoises, en fait, mais qui existent dans des tas de cultures aussi qu'on a simplement un petit peu oubliées. Moi, j'ai dû passer par la Chine pour me reconnecter à ces aspects-là qui sont en fait essentiels et humains et universels. Mais je pense que de pouvoir proposer pas vraiment une nomenclature, mais une vision d'une typologie d'obstacles par lesquels nous passons tous, permet de prendre du recul, permet de ne pas être surpris. Et en arts martiaux, ou dans toute situation difficile, c'est souvent la surprise face à l'obstacle qui fait perdre des points et du terrain, c'est pas forcément l'obstacle lui-même. Donc ce que je cherche, c'est de travailler à la stabilité, à la fois émotionnelle, mais aussi physique, qui va permettre à la personne d'être pas protégée du monde, mais en capacité de se redresser. Oui, c'est ça. Justement, toi, tu dis que prendre sa vie en main sans apitoiement ni victimisation, pourquoi, selon toi, est-ce une posture fondamentale ? Je ne sais pas si je vais oser développer davantage. D'abord, dans mon propos, il n'y a absolument pas de mépris ni de lecture négative du statut de victime. Absolument pas. Ma difficulté au quotidien dans les consultations, c'est de pouvoir introduire un élément de lecture qui permet à la personne non pas d'oublier sa douleur, non pas de se résigner, oui. De se résigner ou de tomber dans un trou où on va ressasser ce qui nous est arrivé, mais de proposer simplement une mise en perspective permettant à la personne de savoir que à un moment donné, ce qui lui est arrivé, en anglais on make sense, aura du sens. Bien souvent, nos douleurs sont d'autant plus douloureuses qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne s'inscrivent pas dans un cadre plus large qui nous permet de comprendre que oui, il y a eu licenciement, mais il n'y aurait pas eu ce licenciement ô combien douloureux. Je pense à toujours des cas précis, la personne n'aurait pas changé de voie, changé de carrière. Et donc, alors ça c'est ma lecture que j'apporte, sur laquelle j'insiste, c'est que en fait, ce sont souvent les obstacles, les difficultés, les épreuves qui, comme un burin sur la roche, permet aux pierres précieuses que nous portons de sortir, de se mettre à briller. Combien de personnes que je peux connaître me disent, des années après, le sens que finalement a pris une épreuve qui a failli les tuer il y a X années. Et ça pose cette question, est-ce qu'il faut trouver du sens à chaque épreuve ? C'est vrai que je me souviens d'avoir interviewé à ce micro Anne-Dauphine Julien sur la perte de ses 2 petites filles. Elle disait qu'elle avait arrêté de chercher quelque part, je me souviens plus avec ces mots, je veux pas la dénaturer, mais de chercher véritablement un sens, si ce n'est que... Alors, elle vivait avec ça. Ouais. Alors le sens, on peut le prendre de différentes manières. Il y a le sens qui est l'explication. Pourquoi ça m'est arrivé ? Mais il y a un autre sens qui est beaucoup plus directionnel, qui est beaucoup plus terre à terre, près du corps, qui est quelle direction ma vie a-t-elle prise depuis ? C'est le sens du panneau qui indique autre chose. Parce que ces épreuves correspondent souvent à ce qu'on pourrait appeler des carrefours, où nous avons à prendre des décisions, où nous allons devoir apprendre à vivre sans la personne ou les personnes qui nous ont quittés, que nous avons perdues,
Et donc, à ce moment-là, s'ouvre la possibilité d'une autre part de notre histoire. Et le sens, d'ailleurs, c'est la tête. Hein, c'est expliquer. Encore une fois, l'idéogramme chinois de l'individu n'a pas de tête. Simplement, la personne, bien qu'ayant pu être sidérée, elle continue d'avancer comme l'être humain qu'elle est, sur une route dont elle n'a pas toutes les clés. Et c'est de ce mouvement que finit par subvenir une rencontre comme cette personne que tu cites, hein, qui t'a rencontré, qui a pu, grâce à toi, partager à la fois sa douleur, mais aussi l'exemple qu'elle représente, qui est de s'être, elle aussi, redressée. Hein? Donc, le but n'est pas d'arriver à une explication, mais d'avoir, dans certains cas, c'est une explication, hein, et d'ailleurs, par moments, sans aller dans notre culture à nous qui se limite à une seule vie. Avant, on n'était pas, après, on ne sera plus, tout se joue dans une seule vie. Dans certaines de ces épreuves, n'auront effectivement aucun sens parce que nous n'accédons pas à des points de décodage qui tiendraient compte, par exemple, de vie antérieure, de passés familiaux, de liens d'ADN avec des histoires qu'on ne connaît éventuellement pas, enfin souvent pas d'ailleurs. Hein, donc, quel que soit le sens que ça n'a pas a priori ou au départ, arrive toujours un moment où l'épreuve redevient ou devient un point sur une ligne en pointillé que l'on va relier. C'est-à-dire que, et une épreuve peut ne pas avoir de sens, mais va finir par donner du sens à notre vie. C'est ça. En fait, c'est que le mot est le même en français, mais on pourrait parler de cap ou de direction également. Exactement. C'est ça. Yeah. Je vais mettre à parler anglais, mais yes. On peut parler en anglais. Alors, dans ton livre, tu identifies ces 9 grands défis de notre incarnation. J'aimerais bien on ne va pas évidemment passer les 9 en revue. Je vais te demander de parler par exemple du premier, savoir préserver l'âme, mais simplement peut-être de les balayer comme ça, au moins de les citer, si ça te va, Marie-Pierre. Ce que j'appelle là les défis d'incarnation. Hein. Il y a préserver l'âme, qui nous donne la possibilité de nous incarner pleinement. Et celui-là, j'aimerais bien qu'on revienne dessus tout à l'heure en détail. Donc, il y a préserver le cœur, qui a à voir avec cette fonction, avec aimer, hein, notre capacité d'aimer, d'être aimé, et de partager cette énergie-là. Il y a préserver les mots, qui a à voir avec notre capacité de mettre notre vie en mots, de partager, de parler. Préserver les ténèbres, qui a à voir avec notre capacité de voir. J'établis un lien... Préserver le silence, qui pour moi est une condition essentielle à la capacité d'entendre. Préserver la mémoire, permettant de patienter. Je veux dire, à l'heure actuelle, avec la Covid, par exemple, nous avons l'impression, d'abord, nous vivons collectivement un drame qui nous paraît nouveau, mais qui n'est pas si différent de ce que l'humanité a vécu avec des périodes de grande peste, de grande épidémie, dont on sait que l'humanité s'est sortie. Hein, donc là... sans accès à une certaine forme de mémoire, soit intrafamiliale, soit sociale et historique, il nous manque des billes, il nous manque des informations sur la carte routière. Il y a ensuite préserver l'intuition, qui est pour moi hyper important et qui manque parfois cruellement parce que on ne nous a pas appris à faire confiance à notre intuition. Donc parfois on avance alors que l'on sait qu'on ne doit pas y aller, mais on y va quand même. On fait un investissement alors qu'on sait que quelque chose ne va pas dans le lieu qu'on l'achète et puis après on le regrette. Et puis préserver l'instinct, qui pour moi a à voir avec la capacité d'oser, y compris d'oser vivre sa vie. Et puis préserver le sens, qui tout simplement, on vient d'en parler, qui a à voir avec la manière dont nous dirigeons, dans le sens directionnel, de nos vies. C'est ça. C'est vrai que parfois, on peut confondre instinct et intuition. Et alors,
Oui, souvent. Souvent, hein. Ouais. Mais c'est déjà bien de les confondre par rapport à des situations où on les ignore tous les deux, que ce soit l'intuition, comment puis-je expliquer ce que je ressens dans une réunion, on ne va pas m'entendre parce que j'ai ressenti ça, etc. Et puis l'instinct est plus en général associé au monde animal, mais nous sommes des mammifères aussi, où il est passé notre instinct. Quand on continue à faire des choses dont on sait qu'elles nous fatiguent profondément, qu'elles nous fatiguent l'âme. Voilà, on a perdu l'instinct à un moment donné. Intéressant. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur le tout premier, qui est savoir préserver l'âme. Accepter d'être qui nous ne sommes pas aussi. Tu dis un conjoint modèle, un ami fiable, etc. Alors là, il y a un petit peu je fais un petit détour par l'angle, on va dire, de la vision classique chinoise, où nous ne serions, je dis négativement, où nous ne serions en fait, où nous serions en fait des âmes incarnées dans un corps. Et si l'on écoute cette lecture, c'est que d'abord d'autres âmes existent, mais elles ne sont pas incarnées. Bon. Donc là, on peut commencer à se dire de qui sommes-nous entourés. Dans la pensée chinoise, l'invisible n'est pas a priori dangereux. L'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas encore, ou ce qu'on ne voit pas du tout, mais c'est pas pour ça que ça n'est pas. Et ensuite, donc nous avons le privilège d'être dans ce monde manifesté comme une âme qui a eu du coup la chance, le privilège, de trouver un véhicule qui est notre corps, nous permettant d'agir. Alors, le corps nous limite, mais en même temps, le corps est le véhicule qui m'a permis de venir à pied dans ce studio, par exemple, et de profiter de l'air extérieur. Et à partir du moment où juste cette formule, des âmes qui ont le privilège d'être incarnées dans un corps, nous permettant d'être agissants, me permet, moi, depuis toujours, depuis que je l'ai compris, de ne pas négliger mon corps, parce qu'il est mon allié. Il est mon allié de quoi ? Il me permet de déployer cette part unique qui m'appartient, qui est indicible, mais qui m'anime. Donc, j'établis dans ce premier chapitre le lien indissoluble, le temps d'une vie, le temps de chaque vie, entre quelque chose d'immatériel et ô combien puissant que nos cultures aussi ont appelé âme, et un corps qui n'a pas à être négligé puisqu'il est celui qui va permettre à une âme de marquer son chemin dans cette vie-ci. Quand tu dis âme, on pourrait dire conscience ? On peut dire conscience, absolument. On peut dire c'est ce qui ne peut pas se voir sous un microscope et qui pourtant qui est. C'est le principe actif qui nous anime tous et par contre qui ne peut pas se réduire à l'esprit. Oui. C'est la substance même de l'essence de l'être ? Oui. Oui, absolument. Or, nous sommes issus depuis 3 siècles quand même d'une culture occidentale qui a fini, il y avait des tas de bonnes raisons à ça, mais qui a fini par valoriser la raison, le raisonnement, la pensée, au détriment de la vie parfois. La vie, elle se dit pas, elle se vit. C'est tous les jours, C'est autant de tenir la main d'une personne âgée que d'éplucher des légumes et que de lire une histoire à un enfant qui a du mal à s'endormir. Tu dis, je te cite, il est d'enraciner dans quelques actes qui nous survivront une part de céleste qui s'est faufilée au moment de notre matérialisation. J'aime beaucoup. Oui, c'est juste, c'est bien écrit. C'est bien écrit, moi, je trouve. Non, mais moi, ça m'arrive de relire mon livre et de relire, parce que, en fait, mes livres, souvent, ils sont écrits de telle manière qu'on peut les ouvrir
un peu n'importe où, on va toujours trouver un clin d'œil. Ils ont une manière de répondre à la question que l'on a. Hein. Et là, quand je dis ça, moi je pense à tous ceux et celles qui me confient leur sentiment soit d'inutilité, soit d'inaccomplissement, soit de limite dans cette vie-ci par rapport aux rêves qu'ils ou elles avaient, qu'ils n'ont pas accomplis. Mais quand on regarde un petit peu plus près, quelqu'un, et je crois que je cite des exemples dans le dernier livre, quelqu'un qui finalement va réussir à transmettre telle recette de famille à ses filles ou à ses belles-filles ou à ses fils ou à ses beaux-fils, ou une certaine manière de cultiver un coin de jardin ou de poser des briques les unes sur les autres. Ces savoir-faire-là, qui souvent sont ancestraux et qu'on redécouvre à l'heure actuelle dans plein de domaines, sont d'abord, moi, me mettent en joie et concentrons-nous sur ce qu'on a réussi à faire revivre comme savoir-faire, ou qu'on a réussi à déployer par rapport à des envies, des talents que nous avons. Et c'est je veux dire, à notre niveau, ça paraît pas grand-chose, mais un petit enfant un adulte, ancien petit enfant, va pouvoir me dire, parce que je les entends, j'ai tous ces témoignages dans les oreilles, hein, oh mais je me souviens, vous me demandez quelle était la dernière fois où j'étais heureux, c'était à côté de mon grand-père qui pêchait. Bon, donc ce grand-père est peut-être décédé en ayant le sentiment que son travail n'a pas été grand-chose et que finalement, il n'a laissé aucune trace dans cette vie. Bon, mais bien sûr que si, que la trace a été... Les traces, elles y sont. On ne les voit pas, parce que ça paraît trop petit, et parce que si on n'a pas écrit, si on n'a pas eu tel diplôme, et si on n'a pas écrit tel bouquin qui va être à l'académie, etc., je taquine, mais je suis sérieuse, en fait. Eh bien... On finit par croire, parce qu'on est pris dans un système qui reste quand même en Occident très pyramidal, hein, il faut aller vers le haut, et puis etc. Eh bien, on oublie que ce qui fait qu'une vie valait la peine d'être vécue, c'est finalement quelques moments où nous avons pu nous sentir vraiment moi-même. Moi, ce que je cherche à faire, c'est les démultiplier, ces moments-là. Hein. Et puis aussi, l'impact que l'on a pu laisser derrière nous. Certaines personnes se souviendront toujours de votre gentillesse dans le quartier. Mais ça, c'est de l'accomplissement. Sauf que ça ne se met pas en euros. Sauf que c'est quand même, ces 20 dernières années, on était quand même dans une sacrée période de notre histoire où la bienveillance n'avait pas bonne presse. Où les gentils étaient pris parfois pour des imbéciles. Mais je pense que l'on revient là, à l'heure actuelle, quand même vers un mouvement, d'abord où on a besoin de bienveillance, où on a besoin d'être vu, où, et où l'image que j'avais là, hein, c'est que je pense qu'on revient aussi, on n'y est pas encore, hein, mais vers un moment où on va pouvoir, où une poignée de main va recéler des contrats. C'est-à-dire, à l'actuel, c'est infernal. Si on n'a pas tous les alinéas sur les 350 pages du contrat, il y a vraiment un risque de se faire avoir. Mais c'est quoi ce modèle-là ? On allait où avec ce modèle-là ? Hein ? Et à toujours chercher la faille chez l'autre pour pouvoir to take advantage, hein, pour pouvoir éventuellement mieux avancer nos pions. Ce modèle-là, il crée un système mortifère. C'est comme si, quand tu parlais, j'entendais une sorte vraiment d'empreinte vibratoire de l'âme qui fait, voilà, elle est ce que nous sommes et c'est ça que nous laissons au monde, quelque part, malgré nous. Bien sûr. Et c'est un jardin qui revit, ou c'est un nouveau parking de supermarché qui va pas s'étendre parce que quelqu'un aura dit non, mais là il y a peut-être un arbre à sauver. Alors ça peut paraître tout à fait utopique, hein, ce que je dis, mais ça l'est pas. Et ce sont les petites initiatives, ce sont les gouttes d'eau d'ailleurs qui font les grands courants. Hein. Donc là on est dans un point. Donc ça c'est la lecture aussi temporelle, hein, que c'est une des
des disciplines que j'ai dans ma mallette, hein, où il y a un point de basculement, justement, qui passe qui cherche à redonner la main aux initiatives individuelles, courageuses, compétentes, bienveillantes. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'effet de masse. Mais la population souffre. La Covid n'est qu'une illustration massive d'une souffrance physique et morale aussi et économique, mais c'est comme si c'est la peau qui se rajoute, qui rend visible une souffrance qui pour moi est palpable en tant qu'accompagnante. Je pense que tous les thérapeutes le disent, hein, depuis de très nombreuses années. Et ce sont les petites choses. C'est alors moi, je suis particulière, hein, mais quand je prends des ascenseurs, c'est toujours intéressant de voir qui me rejoint et la tête de la personne. Il y a ceux qui regardent leurs chaussures, il y a ceux qui regardent leur téléphone, même quand ça marche encore dans les ascenseurs. Et puis il y a ceux qui vous voient. Et puis qui sourient. Même sous le masque, ça peut se voir, là. Hein. Et donc moi, systématiquement, je mets les pieds dans le plat, comme en randonnée, je dis bonjour. Oui. Et c'est très intéressant de voir que c'est comme ça réveille une part d'humanité chez la personne, qui peut être un peu mal à l'aise, qui peut être bougon, etc. Mais je fais ma part, y compris dans mon quotidien. Ben oui. Quand tu parles de ce défi, hein, de savoir préserver l'âme, tu parles aussi de cette incarnation en disant ça consiste à aller chercher celui ou celle que nous sommes, en osant réclamer puis nous approprier cette part de nous-mêmes, jusque-là déposée en consigne. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Parce que c'est vrai qu'on voit bien l'image et en même temps, on ne sait pas toujours... on est multipart quelque part. Tu vois, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais nous sommes composés de toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous et qui sont des parts de nous-mêmes. Comment savoir celles au pluriel qui sont finalement les plus nous-mêmes ? Alors, d'abord, ça a tout à fait du sens ce que tu viens de dire. Hein, et un, c'est pas simple. 2, ça se fait pas du jour au lendemain. 3, hyper important, c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Hein. Il faut simplement s'y mettre, un jour s'y mettre. Alors, parfois, malheureusement, mais c'est comme ça, ce sont les épreuves, la maladie, le deuil, un accident, qui nous sonnent suffisamment les cloches, qui nous abattent, mais on croit que c'est nous qui sommes abattus, mais c'est une part de nous qui n'était pas soit suffisamment construite, alors pas parce qu'on avait mal construit, mais parce que la base n'était pas la bonne. Hein, parce que par exemple, quand on cherche absolument à être ingénieur, parce que issu d'une longue famille, d'une longue lignée d'ingénieurs, alors que ce qui vous intéresse, c'est le contact avec la nature, les animaux, ou de réparer des vélos, il va bien y avoir un effort soutenu, renforcé par la société elle-même, pour tenter d'être ce que l'on souhaite, ce que quelqu'un d'autre que nous souhaite que nous soyons, d'ailleurs avec même bienveillance, parce que les parents peuvent penser que c'est le mieux pour leur enfant. Mais donc comment cela vient, c'est même pas comment, c'est de quoi avons-nous pour reconnaître cette part de nous qui est encore manquante. Moi je dirais là, on a besoin de l'instinct qui nous dit mais non, mais là, si tu continues cette carrière-là, tu vas effectivement finir en burn-out, ou c'est peut-être pour ça que tu as mal au dos, et ainsi de suite. Mais si on est de manière plus positive, la jauge que j'utilise et que je propose, c'est notre degré de joie. Dans toute chose que nous faisons, est-ce que ça nous met en joie ou pas ? En tout cas, quelle est l'émotion que cela crée chez nous ? Au départ, de simplement reconnaître que des actes, bien qu'ils soient rémunérateurs, bien qu'ils soient valorisants socialement, etc., ne nous mettent pas en joie,
est le premier pas sur le chemin nous permettant de dire il doit y avoir un ajustement à faire parce que, j'affirme, la vie n'est pas triste, malheureuse et difficile a priori. Elle le devient d'autant plus que nous vivons soit dans des environnements qui sont en décalage avec ce que nous avons en consigne, et donc là il y a un effort de reconnaissance de la chose, et puis de partir, ou pas d'ailleurs, mais sur les routes, métaphoriquement, de se mettre en chemin. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire, dans une journée, vous le faites de tête ou avec un petit calepin, repérez les activités qui vous ont mis en joie. Alors, mise en joie, ça peut être mise en vitalité. Hein. Vous savez, des fois, on a une journée difficile et puis on finit par discuter 3 minutes avec un voisin, avec je ne sais quel projet ou je ne sais quelle idée, qui tout d'un coup nous mettent en vitalité. Hein. Donc l'idée, elle est quand même que plus nous sommes en phase avec nous-mêmes, plus nous allons être en plein exercice de nos forces. Dans ces moments-là, dans ces situations-là, la vie est moins lourde. On peut continuer à faire, à travailler beaucoup, par exemple, mais on ne se fatigue pas de la même manière. Bien sûr. Est-ce que ça répond un petit peu ? Ça répond complètement. Okay. Quand on parlait tout à l'heure des grands défis de notre incarnation, j'aimerais bien que tu évoques celui qui est lié aux ténèbres, qui est peut-être moins évident à comprendre comme ça tout de suite quand on lit l'énoncé, justement. Alors, les ténèbres qui ont à voir avec en fait voir. Donc, moi, j'ai un objectif, entre guillemets, c'est que nous arrivions à nous voir tels que nous sommes. Au départ, tels que nous sommes, donc avec des défauts, avec des qualités, tant que nous ne posons pas un regard clair sur nos envies, nos désirs, nos qualités, pour moi, nous sommes dans les ténèbres. Hein. Nous ne voyons pas. Hein. Alors, j'essaye de simplifier. Bon, je ne pense pas que ce soit très compliqué dans le livre, hein, mais donc il y a ça. Il y a une deuxième lecture qui est de voir les choses telles qu'elles sont. Donc par exemple, là... Ça, c'est pas facile. Non, mais en même temps... Parce qu'on le voit forcément avec son vécu et ses propres lunettes. Voilà. Et avec ses rêves. Hein. Mais il y a un moment donné où de voir un conjoint maltraitant comme ce qu'il ou elle est une étape incontournable à la possibilité de rebondir et de nous réapproprier cette part de vitalité qui est mangée par l'autre ou qui est aspirée par l'autre. Hein. Et il y a un exercice que je propose parfois, ou qui est, je pense, dans ce bouquin même et dans le précédent, c'est l'exercice du miroir, qui n'est pas facile, mais qui est de nous mettre 5 minutes par jour pendant plusieurs jours, pas qu'une seule fois, pas que 2 jours, en pied, devant un miroir. Je suis toujours sidérée de voir à quel point, à quel point un grand nombre de personnes n'ont toujours pas chez elles de miroir pour se voir entièrement. Donc on ne voit qu'une partie de soi. Et en général, si on n'a qu'un seul miroir, un petit miroir, on va le mettre, pas pour voir ses pieds, hein, on va le mettre pour voir sa tête. Donc on voit notre tête, nous ne voyons pas le caractère entier qui est sur la couverture de mon dernier livre, nous ne nous voyons pas dans l'ensemble de notre matérialité. Hein, donc il y a aussi ça. Je suis aussi, il y a un autre élément de réponse, c'est que je suis régulièrement amenée à rencontrer des personnes qui sont en recherche ou en quête de ce qui est dans l'invisible. Et mon propos, il est parfois de dire, avez-vous déjà vu tout ce qui est visible autour de vous, mais vraiment visible, hein, au sens littéral du terme. Qu'avez-vous encore, vous qui cherchez de la légèreté dans un contact avec l'invisible, avez-vous suffisamment fait du vide chez vous, de choses bien lourdes qui vous entravent dans votre quotidien ?
Hein. Donc, ce que je propose, c'est une lecture à différents niveaux de notre lien avec ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, en insistant sur l'importance d'un effort quotidien, répété. Alors, plus ce sont des petits efforts répétés longtemps, plus c'est utile, plutôt qu'un gros effort un jour, puis après on oublie pendant 15 jours. Hein. Des efforts répétés, d'ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est autour de nous. Hein. Donc, par exemple, quelqu'un qui sait que de vivre dans un environnement bétonné ne lui convient pas, mais qui a en tête que c'est la seule possibilité de carrière, va finir par ne plus voir cet environnement bétonné, au risque de perdre le contact avec le seul arbre qui existe peut-être dans l'environnement et qui est simplement là sur son chemin pour la connecter déjà avec un ailleurs plus tard qui l'attend. Mais c'est vrai que quand tu parlais des mondes invisibles, c'est vrai que ça peut être parfois aussi une fuite et une façon de se désincarner, puisqu'on parle vraiment d'incarnation. Oui. Hein. C'est tentant. C'est tentant, et de sortir en fait de quelque part du corps d'une certaine manière, hein, puisque toi tu réhabilites justement le corps dans ton livre, hein, comme étant l'écrin de l'âme qui limite et potentialise à la fois. Hein. Là, je te cite encore une fois. Parce que la difficulté d'une âme qui n'est pas incarnée, par rapport à tous les pouvoirs qu'on lui donne, c'est de ne pouvoir pas agir dans ce monde manifesté comme nous, puisqu'il n'y a pas de corps. Donc, au pire, c'est d'arriver à nous manipuler suffisamment pour que l'on arrive à faire ce que je ne sais quel fantôme aurait envie de me dire. Mais là, moi, je ne pars pas dans ces chemins-là, parce que fondamentalement, et ça c'est une donnée profonde de la métaphysique chinoise, hein, celui qui a la chance d'être incarné ou celle dans un corps bien manifesté has the upper hand, a la main sur la situation. Hein. Donc, pour moi, de faire le tour de ce qui est à notre disposition comme périmètre physique, réel, mental, émotionnel aussi, bien sûr, est une condition sine qua non et préalable à des parcours dans de l'immatériel et du non manifesté. Oui. Parce qu'on n'est pas à notre place, on perd notre place. Et la cause majeure de déséquilibre en toute chose, y compris en arts martiaux, c'est de ne pas être à notre place. Et notre place, c'est sur nos 2 jambes, sur nos 2 pieds, dans notre pas dans la tête. Oui. Tout un chemin. Alors, dans ton livre, tu distingues aussi 5 épreuves fondamentales, hein, que tu associes aux 5 éléments chinois, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Alors, si on prend l'épreuve du feu, hein, l'élément feu, qui consume, hein, et qui fait exploser, par exemple, une situation intenable, c'est ce que tu précises, elle favorise, là, typiquement, le renouveau, une forme de renaissance de l'être. Oui. Ouais. Avec cette question clé que tu poses, qui est « Qui suis-je » ? Ben oui, puisque le feu est la double métaphore, outre les organes associés, mais je ne vais pas parler à la place des médecins, des acupuncteurs. C'est bon. Donc le feu, dans sa version plus symbolique, hein, est à la fois la métaphore du visible et de l'invisible. Mais c'est aussi la métaphore de ce qui brûle. Donc ce qui consume à l'intérieur, comme un cœur malmené qui se consume, mais c'est aussi tout ce qui a à voir avec les forces de feu réel, d'incendie. Là, on est arrivé à un moment donné de notre histoire où il y a un vrai risque par le biais de la déforestation, hein, par le biais des incendies. Il y a un vrai risque de perte de... Enfin, le but, je pense, c'est peut-être pas d'aller forcément sur ces sujets-là, mais tout est mêlé, hein, de perte du poumon de l'oxygène. Enfin, je pense à la forêt amazonienne, par exemple, qui brûle, qui continue à brûler, hein, pour la Terre. Ouais. Bon, donc là, on est dans un moment où nous avons à ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'il est temps que nous nous éveillions à ce qui est vraiment essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de préserver les conditions d'une vie possible sur notre planète bleue. Hein. Mais en même temps,
comme c'est la même énergie qui est associée à des forces plus destructives, qui seraient le feu littéral ou le réchauffement climatique, ça c'est associé au feu, je pose ceci comme un point d'urgence. D'ailleurs, c'est fait exprès que l'épreuve du feu soit mise en premier. Le feu n'est pas forcément mis quand on parle des 5 éléments comme le premier, mais là, par rapport à notre histoire, à notre humanité, c'est de ça qu'il s'agit, sachant que dans 4 ans, nous allons rentrer dans une période de 20 ans qui est associée à l'élément du feu, où nous avons la responsabilité, d'ici là, de nous redresser et de faire ce qu'il faut pour que la planète ne se consume pas. C'est plus tellement de nous qu'il s'agit, c'est de nous tous. Alors que pendant toutes ces dernières années, c'est de moi, l'individu. Non, mais là, oui, bien sûr qu'il compte, l'individu. Mais pour pouvoir faire en sorte que les 20 années qui vont suivre à partir de 2024 soient au service d'un vrai éveil, d'une vraie lumière et de la joie. La joie est associée avec l'élément du feu. Nous avons à ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est et voir dans quelle mesure, même si c'est tout petit, moi j'ai aucune peur de ramasser des papiers gras que la personne devant moi a laissé tomber, même en tant que Covid, parce que si on s'y met pas, on va pas s'en sortir. C'est juste. Voilà, donc là... Alors Vas-y. Oui. Non, pardon. Non, tu parlais justement là de bien regarder, et tu parles aussi dans ton livre, tu insistes sur l'importance de savoir décrypter les signes. Oui. En apprenant avec les mots, tu dis on a fini par oublier les signes. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que l'univers est l'invisible. Moi, je publie des oracles. Mais oui. Et c'est vrai que l'oracle, je dis souvent aux gens, mais l'oracle, il est sous nos yeux, en fait. Là, c'est bien d'avoir des supports de cartes, c'est chouette, c'est ludique, c'est joli, etc. Et puis, ça permet d'ancrer un cheminement. Mais l'oracle de la vie, en fait, il est là, sous nos yeux. Mais par exemple, ton oracle, que j'utilise, que je trouve... super. Bon, ce que tu fais, c'est que tu modélises, où tu nous réapprends à faire confiance à un message qui ne va pas être sorti simplement de notre cerveau gauche et de notre raisonnement. Et donc, ces outils sont extrêmement utiles pour nous remettre, non pas dans un mode de superstition, où on oublierait ce que Descartes nous a quand même appris et tout l'apport des sciences et de notre culture, mais de nous reconnecter justement à du plus grand que nous, ce que moi j'appelle l'univers ou le ciel chinois, qui en même temps, parce que l'univers répond à nos questions. C'est le principe de l'oracle. Mais nous avons oublié que le déroulé de nos vies n'est pas simplement le résultat de nos efforts, de nos diplômes, de nos raisonnements. Le déroulé d'une vie a à voir avec la rencontre d'une personne X dans un lieu X à un moment X. Le temps et l'espace, c'est tout ce dans quoi nous vivons. Et donc, ton oracle, comme mon propos dans mon ouvrage, il est de nous réapprendre à écouter les signes. Donc, par exemple, quelqu'un qui, je cite, je crois, une personne qui me disait « Mais Marie-Pierre, moi, je ne les vois pas, les signes, j'ai lu vos bouquins, etc. » Et qui, finalement, s'énerve parce que il part pour un rendez-vous d'embauche, il part dans le mauvais direction dans le métro, il rate la sortie, il a oublié le code, etc. Et finalement, au bout du compte, tout ça, c'était des signes. Parce qu'au bout du compte, avant même le compte, au début, il ne le sentait pas, il y a été quand même, il s'est forcé, l'univers lui a mis des obstacles qui auraient pu lui permettre de ne pas aller jusqu'au bout. Mais là, il avait besoin d'aller jusqu'au bout pour finalement me dire « Ben oui, c'était effectivement pas ce qui me convenait. » Et après, il a fini par dire « Je le savais. » Mais les signes, les signes
on nous envoie des signes tout le temps. Alors, souvent, on me dit, oui, mais comment est-ce que je distingue le bon signe du mauvais signe ? Bon, alors déjà, il va falloir faire quelques exercices pour vous reconnecter à votre instinct ou réveiller votre intuition. Et là, à l'heure actuelle, on a une littérature qui est quand même large. Le nombre d'ouvrages, le nombre d'exercices qui existent pour nous reconnecter à l'intuition, pour revenir à notre instinct. Oui, c'est pas facile, puisque l'instinct, être connecté à notre intuition, à l'instinct, ne fait vraiment pas partie de ce qu'on nous a appris à l'école. Mais les anciens l'avaient. Je veux dire, là, maintenant, on a besoin de son téléphone portable pour savoir le temps qu'il va faire demain. Mais regardez le ciel le soir. La couleur du ciel le soir permet de dire ce qu'il va faire le lendemain matin. Mais ça, c'est des savoirs qui... Oui, et puis d'ailleurs, les gens disent... Qu'est-ce qu'ils annoncent à la météo ? Comme si c'était en fait mais oui, là, on a qui faisait le temps, quoi. Évidemment. Et donc, donc de réapprendre, j'avais un autre exercice, ou de vivre pendant un week-end entier sans montre, sans horloge, hein, et à la bougie, et sans électricité. Ça peut se faire dans un appartement, même dans un gratte-ciel à New York, hein. Oui. C'est extraordinaire la rapidité avec laquelle la personne se reconnecte à son humanité, à son instinct, à son âme. Et moi, je fais le pari... C'est réjouissant, d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est rapide. Parce que c'est rapide, parce que c'est facile. Il faut juste, comme l'exercice du miroir, là, s'acheter un miroir en pied. Ou oser... Mais non, mais je peux pas le faire ce week-end parce qu'il y a machin qui va me téléphoner. Mais non, mais si. À un moment donné, you put your foot down, on met le pied par terre et on dit « je fais ». Et quand on a des enfants ou quand on est à plusieurs, c'est hyper intéressant. Parce que les générations d'après, déjà, elles vont se repérer plus vite que nous. Les enfants, ça va les amuser. Et puis dans certains cas, vont se retourner vers nous en nous demandant d'aller piocher dans ce dont on se souvient encore, qu'un aïeul nous avait donné. Là, on passe dans un mode de transmission de génération en génération et on est dans une expérience collective vécue ensemble. Hein ? C'est ça. Et c'est... donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de passer un maximum, il y en a pour tous les goûts, d'exercices, tous inédits, tous sortis de ma pratique, etc., mais qui sont utiles, vérifiés, faciles, pas chers, ludiques, qui tous ont une finalité de nous permettant de nous connecter à ce que nous sommes. Hein, donc là, c'est... Oui, il y en a plein. Tu parles de manger en silence, par exemple, ou de noter sur une liste tous les sons et les bruits entendus pendant un moment d'attention, etc., etc. Donc, c'est vrai que ce sont des exercices simples, mais qui permettent vraiment de revenir à soi, à l'instant présent, hein, et de reprendre sa pleine présence, quelque part. Et là, il y en a un qui est aussi issu de cette période de confinement. Hein. J'étais encore pas bien l'an dernier, donc le confinement en France, je l'ai vécu ici, où je me faisais la remarque, où je voyais Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui s'inquiètent quand tout d'un coup, il n'y a plus de bruit de fond. Alors que moi, je me souvenais bien, petite, c'est si un parquet grinçait dans le silence, d'un coup, je me disais, oulala, je suis pas seule, mais qu'il y a d'autres dans la maison, hein, les vieilles maisons. Donc là, il y a une inversion des codes sur lesquels je n'ai pas de jugement à porter, mais qui nous ont mis sur la question du son dans un mode de brouhaha perpétuel, qui rend difficile la capacité discriminante d'entendre vraiment ce qui doit être entendu. Hein, parce que si on se connecte avec l'univers et qu'on entend des signes, des fois, peut être le bruit d'un oiseau. Mais s'il y a la radio qui est là tout le temps, ou s'il y a forcément je ne sais quel bruit de fond, parce que... Parce que quoi ? Parce que c'est comme ça. Mais moi, je dis, si vraiment... suite à ce type d'exercice, vous vous rendez compte à quel point c'est bruyant et que finalement, ce que vous aimez, vous, comme bruyant, c'est le bruit de l'océan, on ne va pas le faire du jour au lendemain, mais peut-être que d'ici à 10 ans, vous devriez y arriver à vivre près de l'océan. Oui. Moi, j'ai mis 39 ans, hein, donc... Et ça me rappelle aussi, tu nous rappelles que les oiseaux écoutaient les prêches de saint François d'Assise. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Ça me bouleverse, en fait, quand je lis ça. Je l'avais déjà lu. Et puis, c'est aussi François Cheng qui parle bien de cela. Mais c'est vrai qu'on imagine la scène, qu'elle soit réelle ou pas. Mais de ce qui s'entend au-delà des mots, dans l'invisible, comme ça, de ce que
de ce qu'une certaine forme de silence et d'écoute avec le cœur peut porter comme autre message. Hein. C'est ça aussi ton invitation. Et de non-mouvement. Hein. Parce que quand on observe les animaux, ils doivent aussi leur survie alimentaire, en particulier à leur capacité d'être aux aguets pendant longtemps. Hein. Oui. Nous, encore une fois, il n'y a pas de critique, hein, mais nous sommes habitués à faire beaucoup de choses, tout le temps, partout, en continu, et du coup à nous affoler quand nos efforts ne donnent pas de résultats. Dans la lecture chinoise des choses, le temps est une force. Donc dans certains cas, on est juste un petit peu en avance. Il faut attendre. Hein. Et puis, de faire l'exercice, de tolérer du vide, 5 minutes dans un fauteuil, tous les jours à la même heure, hein, va nous permettre de repérer parfois des choses qu'on ne voit pas, d'entendre des sons réels qu'on n'entendait pas, qui peuvent nous faire plaisir ou qui, au contraire, nous fait pas plaisir, qui vont pouvoir activer une nécessité de peut-être penser à la suite. Mais aussi, ce qui va arriver, les messages ne peuvent arriver que s'il y a boîte aux lettres. Dans la réalité, hein, dans les lettres, mais dans ce mode plus métaphorique, les messages ne peuvent arriver que parce que nous sommes disponibles pour eux. Donc, de créer du vide, parfois dans nos intérieurs. Mais moi, j'ai rien contre des bureaux où il y a plein de papiers, etc. Chacun est différent. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de police du vide ou du plein à mettre en place. Mais de s'interroger sur les temps de vide que nous avons dans nos journées, sachant que pour moi, le vide est la condition du plein. Hein. Tant qu'il n'y a pas de vide, la nouveauté que vous attendez, tant qu'il n'y a pas de place sur un rayonnage pour les vêtements de la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, comment voulez-vous que cette énergie-là vous trouve ? Et on revient à ce bon vieil adage qui dit « la nature a horreur du vide ». Effectivement, c'est ça, parce que ça se remplit dans ces histoires de plein et de déliés automatiquement. Bien sûr, mais du coup, c'est presque présenté comme le vide est problématique. Oui. Parce qu'il y a c'est comme ça qu'on l'entend. Mais oui, alors qu'elle a horreur, c'est-à-dire que l'univers, en fait, voit de la place pour de la nouveauté, puis va se précipité par des séries de coïncidences et de synchronicités pour nous proposer quelque chose. Je pense aussi que ces techniques, ou en tout cas mon activité, elle est basée sur la chose suivante, c'est qu'elle est déculpabilisante. Parce que dans un grand nombre de cas, si on revisite ce qu'on a vécu, encore une fois, ce sont des circonstances que nous n'avions pas prévues au départ, ou des surprises, ou en tout cas des éléments qui n'ont pas été factorisés par nous dans l'équation de notre vie telle que nous notre famille l'avait écrit. Ce sont ces événements-là qui, tout d'un coup, permettent un changement d'aiguillage. Donc, mais il faut leur faire de la place. Hein. Oui, et la nature adore le vide. Oui. On va dire. Et adore le vide. Et pour que la vie se délie, on a besoin de repousser un petit peu les murs qui, chaque jour, rendent le chemin trop étroit. Donc, ouais. Oui, puis en fait, quelque part, ni elle adore, ni elle a horreur. C'est qu'elle circule, en fait, dans le vide. C'est le yin et le yang. C'est-à-dire que... mais encore ça, c'est pas forcément simple à saisir. Mais en tout cas, je veux le dire comme ça, le neuf, la suite, la nouveauté ne peut surgir que si nous sommes ouverts à elle, mais aussi capables de ne pas répéter tous les jours ce que nous faisons et dont nous savons que ça ne nous fait pas du bien. C'est-à-dire que nous sommes... Alors, il y a aussi autre chose. Souvent, c'est de faire le vide ou de rien faire, a quand même mauvaise presse, faut pas l'oublier. On est paresseux. Ah ben j'aurais dû passer tous ces coups de fil, je les ai pas faits. Mais dans un certain nombre de cas, de les passer
eût été une mauvaise chose parce que vous êtes encore en avance, parce que c'est pas encore le moment, parce que finalement, ce que vous prenez pour de la paresse, c'est votre instinct au fond de vous qui vous dit « ne bouge pas ». Repose-toi. On sait plus se reposer. Attends, patiente, fais confiance. Ouvre-toi au fait que tu n'es pas responsable tout le temps de l'ensemble du déroulé des choses. Oui, puis c'est vrai qu'il y a une forme de culpabilité de ne rien faire dans notre conditionnement. Mais alors, faut quand même penser, Newton, sa pomme, est-ce qu'elle lui est tombée sur la tête quand il était dans son laboratoire ? Elle lui est tombée sur la tête, il faisait une sieste sous un arbre. Ça a changé le monde. Oui, puis la nature nous montre ça, que ce temps d'hibernation est propice à la montée de la sève et au déploiement de la graine. Bien sûr, mais là, on fait plus. Enfin, les jachères, on n'en fait plus on n'en fait plus. Ça revient quand même. La permaculture, je veux dire, là, il y a quand même de quoi se réjouir. Moi, je pense par rapport au moment où j'ai démarré mon activité. Le nombre d'initiatives individuelles et de plus en plus collectives au service de ce que moi j'appelle des pratiques vertueuses du sol, de l'alimentation, de l'aide à l'autre, même je pense même à des clients que j'ai dans le monde de la finance qui commencent à se rendre compte de l'intérêt. Alors, n'ayez pas peur, c'est encore début, ou ayez encore peur, mais qui se rendent compte de la pertinence de pratiques plus respectueuses de la trame économique. Où la répartition exagérée des bénéfices de certains fonds d'investissement d'un côté et avec peu de partage est finalement ce qui épuise notre territoire économique. Je veux dire, en fait, ce qui parfois n'est pas vu, c'est qu'en fait, l'ensemble de ce qui est posé dans mon livre peut se lire au niveau individuel, au niveau social, au niveau collectif, mais au niveau social, au niveau politique, au niveau géopolitique. Et je pense que ceux chacun saura décoder. Chacun décodera au niveau aussi où il a besoin de le décoder. Et on arrive à la fin de ce podcast. Et c'est vrai qu'en conclusion, j'avais envie de dire ce que tu dis dans ton livre, aussi sur la pandémie, qui n'est ni un coup du sort, ni la fin du monde. L'impasse est spirituelle et aucun héros ne nous sortira du piège. Nous avons la suite entre les mains. Et j'aime bien parce que ça porte aussi cette espérance. Ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Et c'est vraiment ça ton message d'incarnation. C'est... prenez cette vie et cette richesse en main et vivez pleinement. Quelque part, c'est... je rentends Sœur Emmanuel, Yalla en avant les jeunes. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ton énergie. Oui, et parce que fondamentalement, je pense que personne n'est petit. Personne n'est petit. Donc de retrouver ce qui est grand en chacun de nous est vraiment le message. Puis après, on y va. Alors c'est un peu difficile, il faut se lever, il faut y aller, etc. Mais on y va, c'est merveilleux. Marie-Pierre Dieweg-Seeger, merci infiniment d'avoir partagé avec nous cette sagesse millénaire chinoise et tes énergies qui invitent chacun à la métamorphose. Je rappelle le titre de ce nouvel ouvrage, Debout, la force de s'incarner, paru chez Mama Édition. Je rappelle le titre de tes autres livres, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi et la voie du Feng Shui, chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, trouver sa place. Merci infiniment Marie-Pierre. Merci à toi aussi pour les chemins que tu ouvres. Magique. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.